Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une conférence intitulée La maladie veineuse thromboembolique. Il s'agit d'une conférence préparatoire au concours d'accès au résidenat de médecine. Je vous souhaite bon courage pour les révisions. En fait, cette conférence doit être subdivisée en deux parties. On va parler de la thrombose veineuse profonde, mais aussi de sa complication dramatique qui est l'embolie pulmonaire. Donc, voilà le plan du cours. On commence d'abord par une physiopathologie, un petit rappel physiopathologique de la thrombose. Après, on va faire le diagnostic positif d'une thrombose veineuse profonde. Quelles sont les étiologies de la thrombose veineuse profonde et comment la traiter. Et après, on va parler de l'embolie pulmonaire qui est une extrême urgence cardiovasculaire qui met en jeu le pronostic vital du patient. On va voir comment faire le diagnostic positif avec d'abord un bilan initial, avec un calcul de probabilité pour dire que si le patient il a une forte ou une faible probabilité de faire une embolie pulmonaire. Quels sont justement les examens complémentaires qui vont nous aider pour poser le diagnostic de certitude? Quels sont les signes de gravité de l'embolie pulmonaire? Parce que toutes les embolies pulmonaires ne sont pas graves. On va dire que quelques-unes sont graves et là, il faut absolument spécifier quels sont les signes de gravité et comment traiter l'embolie pulmonaire. D'abord par les méthodes et les stratégies thérapeutiques en aiguë. Il y a des algorithmes qu'on utilise d'ailleurs pour stratifier le risque de l'embolie pulmonaire. Quels sont les traitements au long cours? Et enfin, quelques situations particulières. Voilà, quelques généralités. Donc, vous savez que la thrombose veineuse profonde, c'est l'obstruction plus ou moins complète d'une veine profonde par un thrombus qui va se constituer in situ. Il va quasiment la boucher. Et donc, pourquoi on met un traitement anticoagulant justement? Il a pour objectif de prévenir l'extension de ce thrombus. Sa migration, il peut se détacher et va partir dans les cavités cardiaques droites et l'arbre artériel pulmonaire et causer justement cette embolie pulmonaire. Donc, il n'y a pas toutes les phlébites qui vont se compliquer d'embolie pulmonaire. Mais quand elles se compliquent d'embolie pulmonaire, c'est grave. Et bien sûr, le traitement a pour objectif également de prévenir la constitution des séquelles locales. On appelle ça le syndrome post-phlébitique. Donc, l'histoire naturelle de la thrombose veineuse est indissociable de celle de l'embolie pulmonaire qui en fixe d'ailleurs le pronostic vital immédiat, justifiant ainsi le concept de maladie thromboembolique veineuse. C'est-à-dire, si on traite mal une thrombose veineuse, le problème, elle va se compliquer vers l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire et la thrombose veineuse donc, sont deux présentations cliniques de la maladie thromboembolique et partagent d'ailleurs les mêmes facteurs prédisposants. On sait que l'embolie pulmonaire est le plus souvent, dans 70% des cas, secondaire à une thrombose veineuse profonde. Chez environ 50% des patients qui ont une thrombose veineuse profonde proximale, lorsqu'on leur fait un angioscanner thoracique, on tombe sur des embolies pulmonaires qui étaient cliniquement asymptomatiques. Le malade ne se plaignait de rien. Il a embolisé dans les poumons, dans l'arc pulmonaire. Et voilà, et le diagnostic était mis en évidence par l'angioscanner. Le risque de décès ou de récidive est cependant plus fréquent après une embolie pulmonaire qu'après une thrombose veineuse. Donc, je vous ai dit que l'embolie pulmonaire était une urgence extrême qui met en jeu le pronostic vital du patient. On va le voir par la suite. Une embolie pulmonaire symptomatique est associée à une thrombose veineuse proximale, profonde, symptomatique dans moins de 1/4 des cas. Le risque d'embolie pulmonaire est majeur durant les 3 à 7 jours suivant une intervention chirurgicale. Je vous l'ai dit dans le cours du traitement anticoagulant qu'il faut anticoaguler les patients après une intervention chirurgicale, surtout les interventions lourdes, car les patients ne se lèvent pas trop rapidement, il y a un alitement. Et si on ne met pas une prophylaxie par les anticoagulants pendant la période post-opératoire et post-opératoire, le malade peut faire des caillots dans le sang, peut faire des phlébites et donc ça peut se compliquer d'embolie pulmonaire. Près de 10% des embolies pulmonaires sont mortelles, je vous ai dit que c'était une urgence, dans l'heure suivant leur constitution. Donc le malade, quand il arrive avec un diagnostic d'embolie pulmonaire, il faut agir rapidement, car il peut mourir. L'embolie pulmonaire est compliquée d'un état de choc dans 5 à 10% des cas et d'une dysfonction ventriculaire droite dans la moitié des cas. L'hypertension pulmonaire chronique ou l'HTAP chronique va compliquer à distance une embolie pulmonaire traitée dans 5% des cas. D'ailleurs, c'est des malades qui développent ce qu'on appelle un cœur pulmonaire chronique. À distance, ils vont faire de l'HTAP, ils vont avoir besoin d'oxygène, etc. Et donc, c'est vraiment des séquelles très très lourdes à distance. Donc,
Donc, on commence par la physiopathologie des thromboses veineuses profondes. Alors, vous connaissez très bien la triade de Virchow. On a 3 éléments hyper importants dans la physiopathologie, dans le fondement de la maladie veineuse thromboembolique. On a la stase sanguine, la lésion endothéliale et l'hypercoagulabilité qui interagissent dans la formation des caillots. La stase sanguine, bien sûr, on a l'accumulation des facteurs procoagulants qui se voit lors de l'immobilisation récente, lorsqu'on a une impotence fonctionnelle aiguë, lorsqu'on a une hyperviscosité sanguine, quand le patient est déshydraté, surtout s'il prend des traitements diurétiques, les malades qui ont des varices, une naissance veineuse, d'ailleurs ça se voit quand on examine les jambes, ils ont une mauvaise circulation, les patients obèses qui bougent pas beaucoup, d'accord? Tous ces patients-là, ils ont des facteurs qui favorisent la stase sanguine. Deuxième mécanisme, la lésion endothéliale, d'accord? Il y a une adhésivité avec une diminution de la thromborésistance. Ça se voit dans les traumatismes opératoires, les actes chirurgicaux. On a vu en chirurgie, surtout certaines chirurgies, ça favorise justement la thrombose par ce mécanisme-là. Lorsqu'on met des cathéters veineux qui peuvent se surinfecter, les sondes de stimulation cardiaque, des pacemakers, quand on met des injections intraveineuses traumatiques, etc., et les séquelles post-phlébitiques. Troisième mécanisme, c'est l'hypercoagulabilité, où on a une augmentation du potentiel prothrombotique avec une diminution du potentiel antithrombotique. Ça se voit malheureusement dans certaines maladies telles que les cancers. Les patients qui ont des néoplasies, forcément, ils font beaucoup de thrombose par rapport aux autres patients. Par ce mécanisme-là, il y a une hypercoagulabilité. Et du coup, quand un malade qui se vient aux urgences, quand il est très âgé, qui fait une embolie pulmonaire par exemple, il faut rechercher un cancer chez lui. Ça peut être le facteur déclenchant. On a des maladies acquises telles que le syndrome des antiphospholipides, des maladies de thrombophilie, etc., où il y a une hypercoagulabilité. C'est généralement des patients qui doivent nécessiter un traitement anticoagulant à vie. Il y a des anomalies génétiques comme le déficit en facteur 5 Leiden, les déficits en facteur de la coagulation. Alors ces patients-là, justement, font de l'hypercoagulabilité, donc facilement font de la maladie thromboembolique veineuse. Qu'en est-il de l'embolie pulmonaire? Quelle est sa physiopathologie? D'abord, on va voir les conséquences hémodynamiques de l'embolie pulmonaire. Je vous ai dit tout à l'heure que l'embolie pulmonaire était symptomatique si 30 à 50% du lit artériel pulmonaire est occlu. Un thrombus qui a migré, par exemple des jambes, et qui est parti dans la circulation pulmonaire. Si ce thrombus occlut plus de 30 à 50% du lit artériel, eh bien cette embolie pulmonaire devient symptomatique. Il y a la mort subite, qui peut être la conséquence de l'augmentation brutale des résistances artérielles pulmonaires. Il y a la dilatation du ventricule droit, conséquence de ce thrombus qui va boucher l'arc artériel pulmonaire. D'ailleurs, à l'échographie, nous les cardiologues, on parle de cœur pulmonaire aigu parce qu'on voit sur l'échographie un ventricule droit qui est très dilaté, alors que le ventricule gauche est de dimension normale. C'est ce qu'on appelle le cœur pulmonaire aigu, c'est un retentissement hémodynamique de l'embolie pulmonaire. On a l'inversion de la cinétique du septum interventriculaire, on parle de septum paradoxal, puisqu'il y a une surcharge au niveau du ventricule droit, qui va entraîner une diminution du débit cardiaque, puisqu'il va gêner le ventricule gauche. Ce ventricule gauche, il ne va pas éjecter correctement, donc il y aura une dysfonction systolique ventricule gauche. Le ventricule droit, en se dilatant, il y a une inversion de la cinétique du septum interventriculaire qui va gêner le travail du ventricule gauche. La stimulation du système sympathique permet cependant, en l'absence d'insuffisance ventriculaire droite, une augmentation des pressions artérielles pulmonaires. Et donc, c'est des patients qui ont une HTAP, mais qui est modérée. Et la restauration d'une perfusion pulmonaire. Elle induit par ailleurs une vasoconstriction systémique qui va limiter le risque d'hypotension artérielle systémique. A l'inverse, la baisse de la pression artérielle systémique peut induire un hypodébit coronaire. Et là, on aura une dysfonction ventriculaire gauche ischémique qui va aggraver le pronostic du patient et il peut décéder. Quelles sont les conséquences maintenant respiratoires de l'embolie pulmonaire? On a vu les conséquences hémodynamiques, le malade peut faire un état de choc, une insuffisance ventriculaire droite, on peut avoir gêné le ventricule gauche également. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau respiratoire? L'hypoxémie est la conséquence des anomalies hémodynamiques. Elle est secondaire à quoi? On a la modification du rapport ventilation
perfusion, puisqu'il y a une hypoperfusion, d'accord? L'arc pulmonaire est obstrué par un caillot, donc il n'y a plus de sang qui passe, avec un effet shunt. La baisse du débit cardiaque systémique, hein, ça on l'a dit. L'ouverture possible d'un foramen ovale perméable secondaire à l'hyperpression dans l'oreillette droite. La pression dans l'oreillette droite est très élevée, du coup elle va ouvrir le foramen ovale et entraîner un shunt droite-gauche, de l'oreillette droite à l'oreillette gauche. Et là, cette ouverture du foramen ovale perméable va favoriser la survenue d'embolies paradoxales. C'est-à-dire, on a devant nous un patient qui en même temps fait un événement veineux, d'accord, une phlébite avec une embolie pulmonaire, mais aussi un AVC par exemple, puisque dû à l'hyperpression dans l'oreille droite qui a ouvert le foramen ovale perméable, ce thrombus qui a migré, par exemple, des jambes est parti dans l'oreille droite et il va passer dans l'oreille gauche. S'il passe dans l'oreille gauche, puis le ventricule gauche, puis la circulation systémique, et donc peut entraîner un accident ischémique ou cérébral ou une ischémie aiguë des membres inférieurs, etc. Et donc on parle d'embolie paradoxale, c'est-à-dire on aura à la fois un événement veineux, d'accord, et un événement artériel, une embolie artérielle, grâce à l'ouverture du foramen ovale perméable. Les embolies distales de petite taille, sans retentissement hémodynamique, peuvent être responsables d'hémorragie intra-alvéolaire. C'est pour ça que les patients qui font une embolie pulmonaire peuvent faire des hémoptysies, un épanchement pleural qui est parfois douloureux. C'est pour ça que la douleur, en fait, dans l'embolie pulmonaire est secondaire surtout à un épanchement pleural, voire même à un infarctus pulmonaire. C'est pour ça que l'infarctus pulmonaire, c'est des patients qui ont une douleur thoracique, par exemple, avec une fièvre, et qui peut orienter vers d'autres diagnostics, par exemple une pneumopathie, alors que le malade est en train de faire une authentique embolie pulmonaire. Voilà, ce tableau résume un petit peu tous les facteurs qui prédisposent à la maladie thromboembolique veineuse. Que ce soit la maladie, puisque je vous ai dit que c'était la même chose, hein, la thrombose veineuse ou l'embolie pulmonaire, ce sont des facteurs communs qui vont favoriser la formation de caillots sanguins avec la triade de Virchow dont je vous ai parlé. On a la chirurgie, les traumatismes, les cancers, on en a parlé, le fait de prendre des traitements hormonaux, d'ailleurs les patientes qui sont sous contraception orale, ça favorise la thrombose et du coup quand elles font une embolie pulmonaire ou une phlébite, on leur dit d'arrêter la contraception et à ce moment-là, ils sont obligés d'utiliser d'autres moyens de contraception, les chimiothérapies, les radiothérapies. Le malade, quand il a déjà un antécédent de maladie thromboembolique, là, c'est un facteur déclenchant ou prédisposant à un deuxième événement, à une récidive. Les sujets âgés, la grossesse, le postpartum, il y a beaucoup de femmes qui meurent après la grossesse, après l'accouchement, justement parce qu'elles font des embolies pulmonaires qui vont emporter leur vie. Du coup, ces patients-là doivent avoir, après par exemple une césarienne, la malade doit avoir un traitement anticoagulant préventif pour éviter ces complications qui peuvent être mortelles. Les maladies inflammatoires, toute inflammation favorise la thrombose, l'obésité, etc. Donc, ce tableau figure un petit peu dans le polycope et vous pouvez le consulter pour vos révisions. Je vous ai dit les thrombophilies constitutionnelles, il y a des anomalies génétiques avec des mutations dans le facteur 2 et 5, déficit en protéines C et S et en antithrombine. Ces maladies-là, on peut les rechercher par des bilans biologiques spécifiques et on peut savoir si un patient il a une thrombophilie constitutionnelle. Et à ce moment-là, s'il a déjà fait un épisode de thrombose veineuse ou d'embolie pulmonaire, c'est des patients qui doivent avoir un traitement anticoagulant à vie. Sinon, si on ne maintient pas ce traitement, il va refaire un thrombus et à ce moment-là qui peut être mortel. Et on a le syndrome des antiphospholipides. Alors, comment maintenant poser le diagnostic positif d'une thrombose veineuse profonde? D'abord, le bilan initial, on doit calculer la probabilité clinique de faire une thrombose veineuse profonde. Alors, les signes cliniques, on a deux facteurs. Il résulte de deux facteurs, la réaction inflammatoire pariétale et l'obstruction du vaisseau dû au caillot. La symptomatologie clinique dépend de l'importance de chacun de ces paramètres-là. Elle peut être fruste ou même absente quand un caillot est non occlusif. Le caillot ne bouge pas la veine et donc ne s'accompagne d'aucun phénomène inflammatoire. Ou bien au contraire, elle peut être cette symptomatologie très bruyante quand ce thrombus est situé très haut avec une inflammation importante et quand il atteint bien sûr une veine très proximale. Alors, parmi les signes cliniques, on a la douleur. C'est le signe d'appel le plus fréquent, 60% des cas.
Elle relève de plusieurs mécanismes. On a la stase de sang, le spasme et l'inflammation de la veine. Elle peut être spontanée, minime ou absente. Elle doit alors être exagérée ou provoquée par la palpation le long des trajets veineux, par le ballottement ou la compression manuelle du mollet ou par la dorsiflexion du pied. C'est ce qu'on appelle le signe de Homans. On dit signe de Homans positif, s'il est présent, eh bien ça témoigne d'une thrombose veineuse. Il n'est pas spécifique et peut s'observer dans certaines atteintes musculo-tendineuses ou articulaires. Mais s'il est présent avec d'autres signes, on peut penser à la thrombose veineuse. L'œdème. Alors, quand on a une douleur et avec un œdème, on peut demander par exemple un échodoppler des membres inférieurs qui va justement montrer la thrombose. Alors, l'œdème n'est présent que lorsque la thrombose entraîne une gêne au retour veineux, comme c'est le cas lorsqu'elle est occlusive ou siège au niveau poplité, fémoral et ou iliaque. Cet œdème est dur, résistant, ne prend pas le godet, si on veut faire le diagnostic différentiel avec les œdèmes d'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas la même chose. La peau est de couleur blanche, luisante, avec une augmentation de la température locale. C'est un membre qui est chaud et une dilatation des veines superficielles. Cet œdème va dépendre de la topographie de l'obstruction. Il peut être proximal ou distal. On appelle ça la phlébite blanche. Des fois, on a un œdème massif, brutal, par blocage aigu du carrefour saphéno-fémoro-iliaque. La mise en tension sous apport névrotique entraîne une compression de la circulation maintenant artérielle, ce qui se manifeste par des signes d'ischémie. Et donc, non seulement on aura la phlébite blanche, mais on aura les signes d'ischémie, donc artérielle, avec une cyanose cette fois-ci, s'étendant à tout le membre. Et parfois, on aura même un état de choc, ce qu'on appelle la phlébite bleue, qui constitue d'ailleurs une urgence thérapeutique. Elle est très rare, heureusement, elle représente 1% des thromboses veineuses profondes. Il y a certains diagnostics qu'on doit absolument éliminer, car la spécificité des signes cliniques est faible. On peut les voir dans d'autres pathologies non thrombotiques. On a la rupture d'un kyste synovial, l'hématome intramusculaire ou le claquage musculaire, les résipelles, la lymphangite, la cellule inflammatoire, le lymphœdème, la maladie post-phlébitique. On peut avoir des compressions extrinsèques par des adénopathies, des tumeurs. On a la sciatique tronquée et je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire le diagnostic différentiel avec l'insuffisance cardiaque droite. Généralement, les œdèmes dans l'insuffisance cardiaque droite, ils prennent le godet, ils sont bilatéraux et il y a d'autres symptômes qui sont associés à l'insuffisance cardiaque, à ces œdèmes. Alors, on a le score de Wells, c'est un score de probabilité qui vous permet de dire est-ce que cette phlébite est probable ou pas. C'est un score de présomption clinique. Alors, on a voilà ces variables-là à qui on attribue des points et on calcule un total avec 3 niveaux. Si on a moins de 0, c'est une probabilité clinique faible de faire une thrombose veineuse profonde, intermédiaire quand on a 1 ou 2 points, et forte lorsqu'on a plus de 3 points. Quelles sont ces variables? On a les facteurs prédisposants. Lorsqu'on a une paralysie ou une immobilisation plate très récente des membres inférieurs, on attribue ça 1 point. Quand on pose à l'interrogatoire, on trouve qu'il y a une chirurgie récente, moins de 4 semaines, où le patient a été alité plus de 3 jours. Un cancer évolutif qui est déjà connu, en cours ou bien moins de 6 mois en traitement palliatif. C'est des facteurs prédisposants. Il y a des signes cliniques, par exemple la sensibilité le long du trajet veineux profond, on attribue ça 1 point. Un œdème généralisé du membre inférieur, l'œdème du mollet, un œdème prenant le godet, le développement d'une circulation collatérale superficielle, le diagnostic différentiel de TVP au moins aussi probable que celui de TVP. C'est-à-dire si on a plus de 3 points, supérieur strictement à 3, là on a une probabilité clinique qui est forte de thrombose veineuse. Si on a 1 ou 2, elle est intermédiaire et donc on doit céder d'autres examens. Si on n'en a pas, aucun de ces points-là, donc la probabilité est généralement faible. Alors ça c'est un algorithme pour la stratégie qui va nous aider dans la stratégie diagnostique de la thrombose veineuse profonde. Alors on suspecte cliniquement une thrombose veineuse profonde. J'ai un patient de moins de 80 ans qui n'a pas de cancer, qui n'a pas eu de chirurgie moins dans les 30 jours. Si oui, j'utilise les dédimères, produits de dégradation de la fibrine. D'accord? Sinon, les dédimères ne servent pas. Chez les sujets très âgés, les patients cancéreux et en post-opératoire, les dédimères n'ont aucune valeur. D'accord?
Donc, si je dose les dédimères ont l'avantage d'avoir une valeur prédictive négative. C'est-à-dire, s'ils sont négatifs, d'accord, on est certain qu'on a éliminé une thrombose veineuse profonde et qu'il faut rechercher un autre diagnostic. Maintenant, s'ils sont positifs, là, on a 3 niveaux. On a la probabilité clinique qui est faible, intermédiaire ou forte. Et vous avez vu le score tout à l'heure que je vous ai montré pour savoir si la probabilité clinique est forte ou pas. Quand elle est faible, on fait une contention élastique par les barres élastiques et on doit dans tous les cas demander un échodoppler veineux systématique dans les 24 à 48 heures. Au mieux en urgence, si on peut le faire. D'accord? Donc, si la probabilité clinique est faible, on fait une contention élastique et on attend les résultats de l'échodoppler, qui doit nous dire oui ou non s'il y a une thrombophlébite. Maintenant, si la probabilité clinique est intermédiaire ou forte, là, on a peur que ce thrombus-là parte dans la circulation pulmonaire et entraîne une embolie pulmonaire. À ce moment-là, on fait certes une contention élastique, on met en route un traitement anticoagulant par HBPM ou fondaparinus en curatif et on fait notre Doppler. Et en faisant notre Doppler, on saura s'il n'y a pas de thrombose veineuse profonde, tant mieux, hein, on arrête le traitement anticoagulant et on pense à notre diagnostic. Maintenant, si on fait notre Doppler et qu'on confirme la thrombose veineuse profonde, là, on va voir, on met le traitement anticoagulant curatif et on continue la contention élastique. Maintenant, s'il n'y a pas de thrombose veineuse à l'échodoppler, mais j'ai une forte probabilité clinique parce que j'ai toujours peur que ce thrombus parte dans la circulation pulmonaire, je dois surveiller mon patient, je mets en route le traitement anticoagulant et je refais un échodoppler à 48 heures, peut-être que je n'ai pas vu. Donc l'algorithme est très simple. Il doit s'aider de plusieurs examens pour pouvoir poser le diagnostic au final de thrombose veineuse profonde. Alors, les étiologies de la thrombose veineuse profonde, on doit absolument rechercher un facteur déclenchant qui est transitoire, je vous l'ai dit. Et si ce n'est pas le cas, on recherche une thrombophilie. Alors, il est indiqué, ce bilan de thrombophilie, on ne l'indique pas chez tout le monde, hein, parce que c'est un examen qui est très très cher. On l'indique chez les sujets de moins de 60 ans. Par exemple, un sujet jeune qui fait une thrombophlébite, ce n'est pas normal. En cas de premier épisode non provoqué de thrombose veineuse profonde proximale ou une embolie pulmonaire, un premier épisode provoqué ou non de thrombose veineuse profonde proximale ou une embolie pulmonaire chez une femme jeune en âge de procréation, une récidive provoquée ou non de thrombose veineuse profonde proximale ou une embolie pulmonaire, et enfin une récidive de thrombose veineuse profonde distale non provoquée. Quand on dit non provoquée, c'est-à-dire le malade, par exemple, il n'a pas subi une chirurgie, il n'y a aucun facteur à se mettre sous la dent pour se dire « Ah bah tiens, ça peut expliquer pourquoi il a fait une phlébite ». Non, c'est-à-dire que ce malade n'a pas de cause évidente à une embolie pulmonaire, à une phlébite, et malgré ça, il fait ça. Donc on doit rechercher une thrombophilie chez lui. Ce bilan doit être pratiqué à distance de la phase aiguë, bien sûr, de préférence 2 à 3 semaines après l'arrêt du traitement anticoagulant, parce que ça va fausser, le traitement anticoagulant va fausser les résultats, ou bien sous traitement préventif par HBPM. Par exemple, si le malade est sous HBPM, on peut faire ce bilan de thrombophilie. Bien sûr, si on considère le risque thrombotique est important. Bien sûr, toujours surtout chez les sujets âgés et quand il y a des signes d'appel, rechercher une néoplasie. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était parmi les facteurs qui déclenchent. C'est un facteur d'hypercoagulabilité qui favorise la formation de thrombus. Donc, un malade âgé, par exemple, qui a des signes pulmonaires, chez la femme, par exemple, avec des signes gynécologiques, il faut rechercher un cancer. Alors, pour le traitement des thromboses veineuses profondes. Donc, pour le traitement, on a d'abord le traitement anticoagulant à la phase aiguë. Ce traitement doit être prolongé, on va voir la durée. Et puis après, il faut prescrire une compression élastique, voir l'alitement, s'il faut hospitaliser dans certains cas. D'abord, le traitement anticoagulant en aigu. Alors, vous connaissez, on a fait le cours sur le traitement anticoagulant. On utilise les héparines non fractionnées ou les héparines de bois-poids moléculaire avec les doses habituelles. Le traitement anticoagulant prolongé, là, on doit faire un relais ou par AVK ou par les nouveaux anticoagulants oraux. Alors, le traitement anticoagulant va prévenir justement la récidive thromboembolique. Si on utilise les AVK, l'INR doit être maintenu entre 2 et 3, c'est ça la fenêtre, entre 2 et 3. Alors, la durée du traitement est illimitée chez les patients qui ont un cancer évolutif, mais à ce moment-là, on doit utiliser les HPPM et pas les anticoagulants oraux.
La durée du traitement est de 3 mois chez ceux dont le facteur déclenchant est réversible, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi il a fait une thrombose veineuse profonde, parce qu'il a été alité, parce qu'il était en post-opératoire. Donc on a le facteur déclenchant à ce moment-là. La durée du traitement sera supérieure à 3 mois lorsqu'on ne trouve pas de facteur déclenchant. Un malade qui fait une thrombose veineuse profonde spontanée, ce n'est pas normal. Et dans ce contexte, cette durée peut être illimitée, surtout s'il s'agit d'une forme récidivante ou en cas de thrombophilie. C'est pour cela qu'on doit faire le bilan de thrombophilie pour connaître la durée du traitement anticoagulant. Dans les thromboses veineuses profondes distales, en cas de premier épisode de thrombose veineuse profonde distale et symptomatique avec facteur déclenchant évident et en l'absence de facteur de risque persistant, là, on met un traitement anticoagulant à dose curative et qui doit être maintenu seulement 6 semaines par les AVK, avec un INR cible à 2,5. Le traitement est prolongé à 3 mois au moins et en cas de forme idiopathique, lorsqu'on a un facteur de risque persistant, lorsqu'on a une forme récidivante ou survenant dans un contexte de cancer évolutif, on l'a vu, là le traitement doit être prolongé. Maintenant, quelle est la place des nouveaux anticoagulants oraux? On l'a vu dans le cours du traitement anticoagulant. Il y a de nouveaux anticoagulants qui sont apparus sur le marché et qui sont très faciles à manier. Il y a moins d'hémorragie, etc. C'est le dabigatran, le rivaroxaban, l'apixaban et l'édoxaban. Ce sont de nouveaux traitements dont le mode d'action diffère de celui des antivitamines K. D'ailleurs, on n'a pas besoin de faire un dosage du TPINR pour suivre ces malades-là. C'est très intéressant de les utiliser. Voilà, donc ils sont utilisés pour prévenir la survenue d'accidents thromboemboliques, ça on l'a vu, et le traitement curatif des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires. Donc il y a un tableau qui est disponible dans le cours du traitement anticoagulant qui va vous permettre de vous familiariser avec ces molécules-là. Maintenant, concernant la compression élastique et l'alitement, le port de chaussettes ou de bas de compression veineuse élastique délivrant 30 à 40 mm de mercure à la cheville est recommandé dès que possible après le diagnostic de thrombose veineuse profonde. C'est-à-dire on ne doit pas autoriser le lever du patient sans ces bas de contention. Le risque en fait, s'il se lève sans ces bas, c'est que ce thrombus va migrer dans la circulation pulmonaire et entraîner une embolie pulmonaire. Un alitement systématique n'est pas recommandé dans la thrombose veineuse. Au contraire, on doit mobiliser le patient assez précocement. Et il est recommandé d'hospitaliser les patients dans certaines situations, par exemple les malades qui sont très grabataires, qui ont des comorbidités, par exemple l'insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine de moins de 30 ml par minute. C'est des patients graves chez qui le traitement anticoagulant doit être surveillé parce qu'il y a un risque d'hémorragie. Et donc, ces patients-là doivent être surveillés de très près. Les patients qui ont un risque hémorragique supplémentaire, donc on est entre balance thrombose et hémorragie, donc le traitement anticoagulant doit être entrepris et surveillé avec précaution. Et lorsqu'on a une thrombose veineuse profonde proximale avec un syndrome obstructif sévère ou de localisation iliocave, c'est-à-dire c'est une thrombose très très proximale, donc le risque que le patient fasse une embolie pulmonaire est très important. Un petit mot sur le syndrome veineux post-thrombotique. Alors, ce syndrome traduit l'existence de séquelles anatomiques et hémodynamiques avec une destruction carrément des valvules. Il apparaît quelques mois ou quelques années après une thrombose veineuse profonde. Quelles sont les manifestations cliniques? Elles sont de sévérité variable. On peut avoir des lourdeurs de jambes, un œdème dur qui est chronique, douloureux. Les patients peuvent présenter des dilatations veineuses superficielles avec des varices de suppléance. Ils ont des œdèmes de cheville. Ils ont carrément des troubles trophiques, on les voit très bien, une hypodermite, une dermite ocre, une atrophie blanche. Ils peuvent avoir des ulcères susmalléolaires, spontanés ou provoqués, qui favorisent d'ailleurs les infections. L'échodoppler veineux du membre inférieur reste le meilleur examen qui va détecter justement ce syndrome. Il va visualiser l'obstruction et le reflux veineux sur l'échodoppler veineux. Le traitement est avant tout préventif. On doit prévenir la maladie thromboembolique veineuse. Donc, il y a des chirurgies qui sont je vous ai dit tout à l'heure, qui sont à bas risque de faire de thrombose veineuse, d'autres qui sont à risque modéré et d'autres qui sont à haut risque. Alors, quelles sont les chirurgies qui sont à risque minime de faire une thrombose veineuse? C'est les chirurgies mineures, des patients qui sont en bonne santé,
qui sont des chirurgies en ambulatoire, où le risque de développer une thrombose veineuse est très faible. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit aux patients? Après la chirurgie, il faut préconiser le lever précoce. Il ne faut pas que le patient reste alité pour que la circulation sanguine se passe bien. Donc, généralement, c'est des patients qui ne vont pas faire de phlébite. Sauf s'ils ont, par exemple, une maladie constitutionnelle acquise ou génétique. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas la chirurgie qui a provoqué la maladie thromboembolique veineuse. Il y a des chirurgies qui sont à risque modéré, toute chirurgie générale, gynécologique, urologique, des patients alités de façon prolongée. Par exemple, nos patients, par exemple, en cardiologie, qui font de l'essence cardiaque ou des syndromes coronariens, donc ils sont souvent alités, ils sont fatigués. On est obligé de leur donner des HBPM, par exemple, pendant l'hospitalisation pour éviter qu'il y ait des phlébites qui vont s'aggraver d'embolie pulmonaire et donc ils vont aggraver leur pronostic vital. Et toujours prendre en balance le risque thromboembolique et le risque hémorragique. Par exemple, un patient qui a un risque hémorragique important, il faut faire attention de ne pas trop balancer les traitements anticoagulants parce qu'on peut avoir les effets secondaires de ces traitements-là chez ces patients et donc on va aggraver le pronostic de ces patients. Il y a des chirurgies qui sont à très haut risque de thrombophlébite, telles que l'arthroplastie de hanche ou du genou. Les traumatismes majeurs, c'est des patients qui sont généralement, non seulement ils sont à haut risque de thrombophlébite, mais aussi à haut risque hémorragique. À ce moment-là, on met les HBPM à dose préventive, à des doses un peu plus importantes que quand le risque est modéré, et ne pas oublier les bas de contention élastique à chaque fois pour améliorer le traitement et donc minimiser le risque de faire des thrombophllébites. Donc, le principe du traitement, c'est d'abord prévenir la maladie. On passe maintenant à l'embolie pulmonaire, qui est, je vous ai dit, une urgence extrême cardiovasculaire. D'ailleurs, on a appris de dire, si on ne pense pas à l'embolie pulmonaire, on ne la trouvera jamais. Et d'ailleurs, vous allez voir dans le diagnostic, c'est un calcul de probabilité pour savoir si le patient fait une embolie pulmonaire ou pas. Donc, on commence par un bilan initial avec un diagnostic de probabilité. Alors, quels sont les signes cliniques et les examens de débrouillage? Dans 90% des cas, l'embolie pulmonaire est suspectée devant une dyspnée, une douleur thoracique, une syncope, qui sont inconstamment associées. La syncope est rare, mais généralement, c'est un signe de gravité. Elle témoigne d'une réduction sévère du flux sanguin. La douleur thoracique est plus fréquente, elle est secondaire à l'irritation pleurale induite par des embolies distales. La dyspnée peut être soudaine ou d'apparition progressive sur plusieurs semaines. L'embolie pulmonaire doit être suspectée devant l'aggravation soudaine d'une dyspnée préexistante. Généralement, on dit que le tableau est bruyant, le patient n'a rien, et puis tout à coup, il fait une dyspnée. Les autres symptômes sont les précordialgies, une toux, une hémoptysie noirâtre. Quand on examine le patient, on a une tachypnée, plus de 20 cycles par minute, une tachycardie, c'est des signes de gravité, plus de 100 par minute, des signes de thrombose veineuse profonde ou cyanose. La fièvre est également possible, je vous ai dit, en cas d'infarctus pulmonaire. Les signes de TVP sont absents dans 2/3 des cas, c'est-à-dire, si le malade en suspecte une embolie pulmonaire, il faut rechercher peut-être qu'il a une thrombophlébite proximale, profonde, et à ce moment-là, qui a favorisé l'embolie pulmonaire. La radiographie du thorax est utile pour éliminer une autre cause de dyspnée. D'ailleurs, on dit dans l'embolie pulmonaire, c'est une dyspnée avec une radiothorax normale. Lorsqu'on a un patient dyspnéique, on fait une radiothorax et elle est tout à fait normale, là, il faut penser à l'embolie pulmonaire. Donc, elle peut être normale, ou bien elle met en évidence des anomalies qui ne sont pas spécifiques, un petit épanchement pleural, une hyperclatée d'un champ pulmonaire. La gazométrie artérielle est importante, elle nous permet de nous renseigner sur l'équilibre de l'oxygène et du CO2, elle retrouve habituellement une hypoxémie et une hypocapnie, ce qu'on appelle un effet Shunt, mais elle peut être normale dans 20% des cas. L'électrocardiogramme retrouve des signes de souffrance ventriculaire droite de façon inconstante. On a l'inversion des ondes de T de V1 V4, ce qu'on appelle l'aspect S1Q3, c'est-à-dire une onde S en D1, c'est pour ça qu'on dit S1, et onde Q en D3, Q3. On peut avoir un bloc de branche droit complet ou incomplet, et on peut avoir des aspects de sus-décalage du ST qui peuvent être observés en inférieur ou en antérieur, ou des aspects de sous-décalage. D'ailleurs, ils peuvent fausser le diagnostic en croyant que c'est un syndrome coronarien aigu. Mais on peut avoir un ECG complètement normal. Et donc, on a des scores de probabilité diagnostique
L'examen clinique et le bilan paraclinique standard permettent d'établir un score. On a deux scores qu'on utilise en pratique courante, le score de Wells et le score de Genève. Je vais vous les montrer. Ils sont établis en donnant une valeur chiffrée à chacun des éléments retenus dans le bilan standard. Un score bas traduit une faible probabilité d'embolie pulmonaire, 10%, 30% si le score est modéré, 65% si le score est élevé. Et là, on est sûr que c'est une embolie pulmonaire. Une probabilité modérée ou forte justifie la réalisation d'examens spécifiques pour confirmer le diagnostic. Donc voilà le score de prédiction clinique de Wells pour l'embolie pulmonaire. On a la version originale et la version simplifiée. On attribue à chaque paramètre des points. Si on prend la version simplifiée, c'est pour ça qu'on l'appelle simplifiée. Si le patient a déjà fait un antécédent d'embolie pulmonaire ou une TVP, on lui attribue 1 point. Si on a une tachycardie de plus de 100 par minute, 1 point. S'il y a eu une chirurgie ou un alitement dans les 4 dernières semaines, 1 point. Hémoptysie, 1 point. Un cancer évolutif, 1 point. Si le patient présente des TVP, alors là, ça va nous orienter également vers le diagnostic d'embolie pulmonaire, et donc on aura 1 point. Si on a un diagnostic alternatif moins probable que l'embolie pulmonaire, est 1 point. Et donc, en calculant le nombre de scores, on parle de scores à 2 niveaux ou à 3 niveaux. À 2 niveaux, on parle d'embolie pulmonaire peu probable lorsqu'on a 0 à 1 sur la version simplifiée. Attendez, je vais vous montrer. Et on parle d'embolie pulmonaire vraiment probable lorsqu'on a au moins 2 de ces variables-là. Par exemple, un patient qui est tachycarde avec une chirurgie récente, donc ça nous fait 2 points. Là, on a une embolie pulmonaire qui est très probable et donc ça va nous orienter à demander certains examens complémentaires qui vont poser le diagnostic positif. Le score de Genève attribue à des variables complètement différentes. On a les antécédents d'embolie pulmonaire de TVP, la fréquence cardiaque, plus le patient est tachycarde, plus il aura de points. Une chirurgie, hémoptysie, cancer évolutif, une douleur à la palpation du membre inférieur et l'œdème unilatéral et l'âge. Et bien sûr, on a le score de 3 niveaux à 2 niveaux, ça dépend, qu'on peut utiliser, on peut utiliser les deux. On parle d'embolie pulmonaire probable lorsqu'on a plus de 3 points sur la version simplifiée par exemple. Patient très tachycarde avec une chirurgie récente, on pense à l'embolie pulmonaire. Alors justement, quels sont ces examens complémentaires qui vont nous poser le diagnostic de certitude? Les dédimères, alors ce sont des produits de dégradation de fibrine, ils sont dosés soit par méthode ELISA ou par la méthode au latex. Le plus fiable, c'est le test d'ELISA. La valeur prédictive positive d'une élévation des dédimères est faible, car de nombreuses causes peuvent entraîner une hyperfibrinogénémie. L'âge, les cancers, l'inflammation, l'infection, la nécrose, la dissection et la grossesse. C'est pour ça que dans ces pathologies-là, ça ne sert à rien de demander les dédimères, ils seront forcément positifs. Dans la maladie thromboembolique, un taux plasmatique élevé supérieur à 500 microgrammes par litre traduit la présence d'un thrombus actif. Je vous ai dit que la valeur prédictive négative du dédimère est très forte. Quand ils sont négatifs, on est presque sûr qu'il n'y a pas de thrombose. Le diagnostic est très peu probable lorsque le taux est normal. Le dosage des dédimères est donc utilisé essentiellement pour exclure le diagnostic de la maladie thromboembolique veineuse chez les patients dont le score de probabilité clinique est faible ou intermédiaire. Je m'explique. Un patient qui a un score de probabilité clinique qui est très fort, je vous ai dit les scores que je vous ai dit tout à l'heure, et on est sûr que cliniquement ce patient il fait une embolie pulmonaire alors que j'ai des dédimères négatifs, je préfère me fier à ma probabilité clinique. Les dédimères sont intéressants quand la probabilité clinique est faible. C'est vraiment pour écarter le diagnostic de la maladie veineuse thromboembolique, c'est-à-dire probabilité clinique faible, dédimères négatifs, là je suis certain qu'il n'y a pas de maladie veineuse thromboembolique. Maintenant, probabilité clinique très forte, dédimères difficiles à interpréter, je préfère avancer dans ma démarche et demander d'autres examens. Alors, on utilise l'écho-Doppler veineux. L'exploration morphologique et hémodynamique est effectuée grâce à l'échographie et au Doppler. Quels sont les critères d'une veine normale? On a l'absence de matériel endoluminal, on ne voit pas de thrombus. La veine, elle est comprimable avec la sonde. On arrive à la comprimer, c'est bon signe. Et la perception du signal Doppler rythmé par la respiration qui augmente par la chasse veineuse manuelle. Alors que quand il y a un thrombus dans la veine, on ne peut pas faire tout ça.
La veine n'est pas compressible et on n'arrive pas à comprimer avec la sonde. Les critères de TVP sont variables. Donc, l'image directe du thrombus, qui est très fréquent et très spécifique. Là, ça nous permet de dire effectivement qu'il y a un thrombus et donc il y a une thrombophlébite. L'incompressibilité de la veine à la pression sous la sonde, je vous l'ai dit, comme seul signe de thrombose est recherché par certaines équipes limitées aux seuls axes fémoral et poplité, afin de rendre cet examen plus rapide et plus facile. Maintenant, quelles sont les limites de l'examen? Ça dépend de l'appareil, s'il n'est pas de bonne qualité, de l'opérateur, s'il est expérimenté ou pas, et des conditions techniques optimales. Quand il n'y a pas de contraction musculaire, on fait très bien le diagnostic de la thrombophlébite sur l'échodoppler veineux. La scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion. La ventilation pulmonaire est appréciée par la fixation d'un traceur radioactif inhalé sur le parenchyme pulmonaire. Quant à la perfusion pulmonaire, elle est étudiée de manière simultanée par l'injection d'un marqueur radioactif, le technétium, qui se fixe sur le parenchyme en l'absence d'obstacle au niveau du lit vasculaire. Donc, comment on fait le diagnostic de l'embolie pulmonaire? On a une ventilation qui est normale au niveau d'un segment pulmonaire non ou hypoperfusé, ce qu'on appelle un défaut de perfusion, alors que la ventilation est normale. L'existence d'une pathologie cardio-respiratoire peut perturber la ventilation pulmonaire. Une scintigraphie positive chez un patient à faible probabilité clinique doit être ainsi motiver la réalisation d'autres examens pour confirmer le diagnostic. Une scintille pulmonaire normale permet d'éliminer le plus souvent une embolie pulmonaire, heureusement. La combinaison d'une scintigraphie normale avec un score de probabilité clinique faible permet d'exclure définitivement une embolie pulmonaire. Donc, vous avez vu, on a un algorithme, je vais vous le montrer tout à l'heure, qui va nous permettre d'orienter ou d'affirmer ou d'infirmer le diagnostic d'embolie pulmonaire grâce à des examens complémentaires. Alors, l'angioscanner pulmonaire, c'est l'examen le plus souvent utilisé grâce au multidétecteur avec sensibilité et une spécificité excellente. On peut voir jusqu'aux artères segmentaires ou sous-segmentaires. Il justifie l'injection d'un produit iodé par voie veineuse, doit être réalisé avec les précautions d'usage, c'est-à-dire on doit demander une fonction rénale, un taux de durée de créatinine sanguine pour voir s'il n'y a pas d'insuffisance rénale, car sinon ça contre-indique l'injection de produits de contraste. On doit arrêter les médicaments, par exemple les antidiabétiques oraux, les biguanides, prévenir une réaction allergique, il y a des patients qui sont allergiques à l'iode. Et bien sûr, il y a une contre-indication relative en cas de grossesse. Un angioscanner pulmonaire multicoupe négatif permet d'exclure une embolie pulmonaire chez les patients dont le score de probabilité est faible ou intermédiaire. La détection d'un thrombus sous-segmentaire chez un patient sans thrombose veineuse profonde remet en question le diagnostic et doit faire discuter la nécessité d'un traitement anticoagulant. Si le score de probabilité est élevé et que l'angioscanner est négatif, on doit utiliser un autre examen pour être sûr. L'angiographie pulmonaire, c'est l'examen de référence, mais c'est un examen qui est invasif. Il justifie des mêmes précautions que l'angioscanner. Elle élimine avec certitude le diagnostic d'embolie pulmonaire puisqu'on va regarder de très près l'arbre pulmonaire. Donc, je vous ai dit que c'était un examen qui était invasif. Il justifie la mise en place d'un cathéter dans l'artère pulmonaire introduit par l'intermédiaire d'une veine humérale. C'est l'examen de dernière intention. Je vous ai dit, comme c'est un examen invasif, on va le réserver aux cas litigieux quand on n'est pas sûr du diagnostic. Là, à ce moment-là, je suis obligée de faire une angiographie pulmonaire. Mais dans la plupart des cas, avec l'angioscanner, on peut faire le diagnostic de l'embolie pulmonaire. L'échographie cardiaque transthoracique, c'est un examen qui permet d'évaluer uniquement le retentissement ventriculaire droit de l'embolie pulmonaire. Elle est pratiquée au lit du patient. On peut voir la dilatation avec l'augmentation du rapport diamètre ventricule droit sur ventricule gauche, une hypokinésie ventriculaire droite, un symptôme paradoxal et une élévation des pressions pulmonaires. L'échographie permet le dépistage d'un foramen ovale perméable ou la présence de thrombus dans les cavités droites. Chez les patients à forte probabilité clinique en état de choc ou qui ont une hypotension artérielle, une échographie normale permet normalement d'exclure le diagnostic d'embolie pulmonaire. Chez les patients peu symptomatiques, des critères de retentissement permettent d'identifier une population à risque intermédiaire. Donc, je vous ai dit, l'échographie cardiaque, c'est plus un examen qui permet de voir le retentissement, sauf si on voit un thrombus dans l'arbre pulmonaire. Mais sinon, c'est les autres examens qui objectivent le thrombus.
Donc, on met en route des stratégies diagnostiques et thérapeutiques qui peuvent être complètement différentes selon les patients, afin d'identifier les patients qui sont à haut risque ou qui ne sont pas à haut risque vital. On a deux algorithmes, je vais vous les montrer, qui tiennent compte de la disponibilité des plateaux techniques, des différents examens. Chez les patients qui sont à haut risque, l'échographie a une place importante dans l'évaluation du retentissement, lorsqu'on n'arrive pas à faire un scanner, surtout pour ne pas mobiliser les patients, surtout s'ils sont en état de choc. Chez les patients à bas risque ou à risque intermédiaire, l'échodoppler veineux est utile, surtout si le scanner est contre-indiqué, par exemple chez une femme enceinte, ou bien pour préciser le risque de récidive, plus fréquemment si une thrombose veineuse profonde a été identifiée. Voilà, donc on utilise ces différents examens qui sont validés, les dédimères, l'angioscanner, la scintigraphie pulmonaire, qui vont nous permettre de voir quelle est la probabilité clinique d'embolie pulmonaire, est-ce qu'elle est faible, intermédiaire, élevée, embolie pulmonaire à ce moment-là peu probable ou embolie pulmonaire probable. Voilà, on a deux algorithmes. On a l'algorithme diagnostic dans les embolies pulmonaires à haut risque. Pourquoi à haut risque? Parce que c'était des patients chez qui on a suspecté l'embolie pulmonaire qui sont en état de choc, donc une extrême urgence, ou qui font une hypotension artérielle. Alors, si l'angioscanner est disponible immédiatement, heureusement, cet angioscanner va permettre de mettre en évidence l'embolie pulmonaire. Maintenant, s'il n'est pas disponible, là, on doit s'aider de l'échographie cardiaque. S'il n'y a pas de surcharge ventriculaire droite, ce qu'on appelle, il n'y a pas de signe de cœur pulmonaire aigu, CPA. Là, on doit rechercher une autre cause de l'instabilité hémodynamique de cet état de choc. Maintenant, s'il y a une surcharge ventriculaire droite et on peut faire un angioscanner et patient stable, là, on fait l'angioscan. Ben, s'il est négatif, on doit rechercher d'autres causes d'instabilité hémodynamique. S'il est positif, là, on est dans l'embolie pulmonaire et on doit mettre en route un traitement de reperfusion dans l'urgence. Généralement, on thrombolyse. On utilise des thrombolytiques pour lyser le thrombus pour sauver le patient. Maintenant, s'il y a une surcharge ventriculaire droite et qu'il n'y a pas d'angioscanner disponible, aucun autre test disponible, patient instable, mais avec l'échographie, on voit des signes de cœur pulmonaire aigu devant un état de choc ou une hypotension. Là, on met en route un traitement spécifique d'embolie pulmonaire, c'est-à-dire on thrombolyse, on lyse le thrombus, alors que je n'ai même pas fait un angioscanner. Pourquoi? Parce que je dois sauver le patient. Parce que si je fais rien, le patient peut décéder. Ça, c'était l'algorithme dans les embolies pulmonaires à haut risque. Maintenant, les embolies pulmonaires sans choc et sans hypotension. C'est ce qu'on appelle les embolies pulmonaires qui ne sont pas à haut risque. Alors là, on doit calculer la probabilité clinique, jugement clinique, en utilisant les scores de prédiction dont je vous ai dit tout à l'heure. Si on a une probabilité clinique qui est très élevée, donc on parle d'embolie pulmonaire très probable, là on fait un angioscan. L'angioscan ne montre pas d'embolie pulmonaire, pas de traitement, on doit faire un bilan complémentaire. S'il confirme le diagnostic, là on doit traiter. On doit mettre en route un traitement anticoagulant. Maintenant, si la probabilité clinique est faible ou intermédiaire, c'est une embolie pulmonaire qui est peu probable. On utilise les dédimères. Je vous ai dit qu'ils avaient une grande valeur prédictive négative. S'ils sont négatifs, pas de traitement. S'ils sont positifs, là on fait un angioscan. S'il n'y a pas d'embolie pulmonaire, on ne traite pas. Si l'embolie pulmonaire est confirmée, on traite le patient, on donne un traitement anticoagulant. Alors, on va voir maintenant les signes de gravité de l'embolie pulmonaire. L'angiopneumographie était à la base de la classification historique de l'embolie pulmonaire. Elle est actuellement abandonnée au profit d'une classification basée sur le retentissement hémodynamique. Je vous ai dit, malade qui fait un état de choc, il faut agir dans l'extrême urgence. On sépare donc l'embolie pulmonaire à haut risque de l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire, de l'embolie pulmonaire à faible risque de décès à 30 jours. Et la mortalité varie en fonction de ce risque-là. Elle est plus de 15% quand chez les patients qui sont à haut risque et moins de 1% chez les patients qui sont à risque faible. L'estimation du risque est basée sur des marqueurs cliniques et paracliniques témoignant de ces conséquences. Quels sont les marqueurs cliniques? Je vous ai dit l'état de choc et l'hypotension. Ce sont les marqueurs principaux du risque de décès précoce dans l'embolie pulmonaire aiguë, avec une mortalité de 50% à court terme. On doit agir rapidement car le pronostic vital du patient est mis en jeu.
L'hypotension artérielle systémique est définie par une pression artérielle systolique de moins de 90 mm de mercure, ou bien une diminution de plus de 40 mm de mercure durant plus de 15 minutes, non expliquée par une autre cause. Par exemple, on a souvent des patients hypertendus qui ont généralement de fortes tensions habituellement, mais qui arrivent chez vous avec une tension qui s'est abaissée assez rapidement, genre à 10 à 100 mm de mercure, alors que d'habitude ils ont des tensions plus élevées. Ben, ça peut être une définition de l'état de choc. L'embolie pulmonaire peut être compliquée d'une syncope ou d'un arrêt cardiaque, alors ça fait la gravité justement de l'embolie pulmonaire, et dans la plupart des cas, il s'agit des conséquences de l'hypotension artérielle ou du choc, c'est-à-dire j'ai une embolie pulmonaire qui fait un état de choc ou une hypotension, ou bien fait une syncope, c'est des critères de gravité, je dois thromboliser assez rapidement. Voilà, je suspecte une embolie pulmonaire aiguë, le malade fait un état de choc ou une hypotension, la définition dont je vous ai parlé, pression artérielle systolique de moins de 90 mm de mercure, ou bien une chute brutale de la pression artérielle systolique de plus de 40 mm de mercure assez brutalement, pendant au moins 15 minutes, sans que je trouve une autre étiologie. Si le malade fait tout ça, oui, le patient est à haut risque. Je dois agir rapidement, je dois thromboliser. Ça représente 5% des patients, car le malade, je peux le perdre. S'il n'y a pas tout ça, on parle de patients d'embolie pulmonaire qui n'est pas à haut risque, et ça représente, heureusement, 95% des patients avec suspicion d'embolie pulmonaire. Maintenant, on a vu les marqueurs cliniques. Quels sont les marqueurs de dysfonction ventriculaire droite? On peut les spécifier à l'échographie transthoracique. Nous, les échographistes, on peut savoir si le ventricule droit est en train de souffrir ou pas. La mise en évidence d'une dysfonction ventriculaire droite par l'écho est associée à une augmentation du risque de décès précoce. C'est un critère de pronostic intermédiaire. Quels sont ces critères? Une dilatation du ventricule droit, une hypokinésie du ventricule droit, une augmentation du rapport des diamètres VD sur ventricule gauche, une augmentation de la vitesse du flux d'insuffisance tricuspide. L'échographie permet de dépister deux anomalies qui vont doubler le risque de décès. Je vous ai dit le shunt droite-gauche à travers un foramen ovale perméable qui va créer les embolies paradoxales. Et si je visualise un thrombus dans les cavités droites, ça c'est méchant, ça veut dire que le thrombus volumineux va encore obstruer l'arc pulmonaire. Deuxième marqueur de dysfonction ventriculaire, le Brain Natriuretic Peptide, le BNP, qui sont sécrétés lorsqu'il y a une dysfonction ventriculaire. Des taux élevés de BNP du NT-proBNP traduisent dans l'embolie pulmonaire aiguë une dysfonction ventriculaire et ou une hypodémie systémique. Un taux de BNP normal est généralement un facteur de bon pronostic. Ça veut dire que le ventricule droit n'est pas en train de souffrir. Il existe d'autres marqueurs indirects de la dysfonction ventriculaire droite. On a la turgescence jugulaire, en l'absence de tamponnade, le souffle d'insuffisance tricuspide, le galop droit, les signes électriques à l'ECG, des ontés négatives de V1 à V4, QR en V1, l'aspect S1, Q3, le fait qu'il y ait un bloc de branche droit. Tous ces signes-là correspondent au tableau de cœur pulmonaire aigu, CPA. Ça veut dire que le ventricule droit est en train de souffrir. Il existe d'autres marqueurs, ce qu'on appelle les marqueurs d'ischémie myocardique, la troponine. C'est un facteur de mauvais pronostic qui justifie la répétition des dosages si le premier est normal à l'admission. L'élévation des troponines est corrélée avec l'importance de l'ischémie ventriculaire droite. Plus l'élévation de troponine est élevée, et plus l'ischémie ventriculaire droite est importante. Mais l'atteinte VD n'est pas la seule cause. Elle peut surtout être trompeuse devant un tableau douloureux thoracique, surtout si l'ECG est trompeur, car évocateur d'un syndrome coronarien aigu. Mais si on est certain du diagnostic qu'on a des troponines élevées, c'est un marqueur de mauvais pronostic. C'est qu'il y a une dysfonction, une ischémie ventriculaire droite. Alors, résultat de la classification du risque. En pratique, l'évaluation du pronostic est réalisée parallèlement au diagnostic de l'embolie pulmonaire. C'est-à-dire, vous avez vu l'algorithme diagnostic dans l'embolie pulmonaire, je dois en même temps stratifier le risque pour évaluer le pronostic. Cette stratification du risque repose d'abord sur l'évaluation clinique du statut hémodynamique et sur les données des examens paracliniques. On parle d'embolie pulmonaire à haut risque lorsqu'on a un état de choc ou une hypotension persistante qui va justifier la mise en route immédiate de la thérapeutique.
On a l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire. Ce sont des patients normotendus qui présentent des signes de dysfonction ventriculaire droite ou une souffrance myocardique. Et on a heureusement l'embolie pulmonaire à bas risque où le diagnostic est posé après réalisation d'un bilan complet normal qui comprend des marqueurs morphologiques et biologiques qui sont normaux tels que le BNP et la troponine. Voilà, on parle de score de PEDSI et PEDSI simplifié pour évaluer le pronostic du patient et stratifier le risque de l'embolie pulmonaire. On a l'âge, un point si les sujets sont moins de 80 ans, le sexe masculin, le cancer, l'insuffisance cardiaque chronique, le fait d'avoir une maladie pulmonaire chronique, une tachycardie toujours de plus de 110 battements par minute, une tension systolique de moins de 100 mm de mercure, un point, et la saturation lorsqu'on a une hypoxémie avec une saturation en oxygène de moins de 90%, un point. Et donc plus on a de points bien sûr, et plus le risque est important de mortalité. Donc suspicion clinique d'embolie pulmonaire, état de choc, hypotension, oui. On a les algorithmes diagnostic des embolies pulmonaires à haut risque. Je confirme le diagnostic d'embolie pulmonaire, donc le patient est à haut risque, je dois thromboliser dans l'urgence. Pas d'état de choc, on a les algorithmes diagnostiques des embolies pulmonaires non à haut risque. Je confirme l'embolie pulmonaire et j'évalue le risque avec le PEDSI ou le PEDSI simplifié. Alors, le PEDSI simplifié plus de 1, on est à risque intermédiaire. Donc, on doit considérer une stratification du risque supplémentaire avec évaluation de la fonction ventriculaire droite grâce à l'échographie ou le scanner et grâce à des paramètres biologiques, la troponine, le BNP, le NT-proBNP. Si tous les deux sont positifs, là, on est à intermédiaire élevé. Traitement anticoagulant, on surveille, on considère la reperfusion de sauvetage si le malade fait un état de choc. Si un seul critère est positif ou les deux sont négatifs, on parle d'intermédiaire faible, on hospitalise calmement avec un traitement anticoagulant. Maintenant, si l'évaluation du risque, le risque est faible, le patient est à bas risque, on peut envisager une sortie assez précoce avec un traitement en ambulatoire. Alors, le traitement de l'embolie pulmonaire, d'abord les méthodes et les stratégies thérapeutiques en aigu, l'assistance hémodynamique et respiratoire qui fait appel à l'expansion volumique, on doit remplir, aux drogues vasopressives si le patient est en état de choc et aux inotropes positifs. L'oxygénothérapie en fonction de la saturation en oxygène. Cette assistance est nécessaire lorsque l'embolie pulmonaire est compliquée d'un état de choc ou d'une hypotension artérielle sévère. Et généralement, quand le malade ne va pas bien, elle nécessite une intubation et une ventilation mécanique pour maintenir une saturation en oxygène de plus de 90%. La thrombolyse. Le thrombolytique va favoriser la dissolution rapide du thrombus artériel pulmonaire et permet une amélioration du débit cardiaque. Mais le souci, c'est qu'on peut augmenter les accidents hémorragiques. Il est administré par voie veineuse périphérique. Une anticoagulation est prescrite en association au traitement thrombolytique. On utilise l'actylyse, 10 mg en bolus, puis 90 mg en 2 heures. Donc, c'est un protocole qu'on utilise en fonction du poids, associé à une héparine non fractionnée. C'est le traitement de première intention chez les patients qui font une embolie pulmonaire à haut risque, compliquée d'un état de choc ou d'une hypotension artérielle sévère. Donc, c'est vraiment chez les embolies pulmonaires à haut risque. Pourquoi? Parce qu'on prend le risque de l'hémorragie. Donc, il faut éliminer toutes les contre-indications. Il doit être discuté si le risque est intermédiaire, quand il n'y a pas de contre-indication relative, et quand il n'y a pas de risque hémorragique. Les contre-indications principales au traitement thrombolytique, si le patient présente des hémorragies, etc., on doit discuter l'embolectomie. Quelles sont ces contre-indications? C'est des hémorragies cérébrales, là on ne peut pas thromboliser, l'AVC récent, ischémique de moins de 3 mois, une maladie hémorragique qui risque de saigner, une chirurgie majeure récente, une ponction artérielle sans possibilité de compression. Dans ces cas-là, on n'a pas le droit de thromboliser car il y a le risque hémorragique qui est très important. Donc, toutes ces molécules-là, avec tous ces protocoles, sont validées dans le traitement des embolies pulmonaires à haut risque que vous allez retrouver dans votre polycope. Les anciennes molécules, on a la streptokinase avec ses réactions immunoallergiques. Sinon, actuellement, on utilise l'actylyse qui est très facile à manier. L'embolectomie chirurgicale après sternotomie mise en place d'une dérivation cardiopulmonaire.
le tronc de l'artère pulmonaire et sa branche droite sont incisés, permettent l'extraction du thrombus. Ça, vraiment, envisagé chez vraiment les patients à haut risque quand il y a une contre-indication ou un échec de la thrombolyse. Donc, ils ont un problème hémorragique. L'embolectomie percutanée dépend de l'expérience de cette technique qui est vraiment limitée. Concernant le traitement anticoagulant, il est fondamental dans l'embolie pulmonaire aiguë. Il a pour objectif de prévenir la récidive au prix d'un risque acceptable de survenue d'un accident hémorragique. Donc, vous avez vu dans le cours de traitement anticoagulant avec toutes les molécules dont on a à disposition. L'anticoagulation par héparine non fractionnée, héparine de bas poids moléculaire au fond d'apparinus doit être initiée sans retard dès qu'on fait le diagnostic de l'embolie pulmonaire et chez les patients qui présentent une probabilité forte ou intermédiaire en attendant la confirmation par d'autres examens. L'anticoagulation parentérale est relayée par un traitement PEROS avec un antivitamine K. Les anticoagulants utilisés en pratique sont les héparines non fractionnées en cas d'insuffisance rénale sévère avec une clairance de moins de 30 ml par minute, de risque hémorragique avec une réversibilité d'effet rapide après l'arrêt, et dans l'embolie pulmonaire à haut risque associé à l'actylyse, au thrombolytique. Les HPPM et le fond d'apparinus sont préférés à l'HNF dans les autres cas, car on l'a fait dans le cours du traitement anticoagulant, il y a moins de risque hémorragique avec ces molécules-là par rapport à l'HNF. Les posologies recommandées sont bien détaillées dans le polycope et on doit utiliser bien sûr une surveillance biologique à la recherche de thrombopénie, ça on l'a dit dans le cours, et une numération formule sanguine, également c'est important. Le risque de thrombopénie induite, on l'a dit, justifie l'évaluation bi-hebdomadaire de la numération des plaquettes chez les patients traités par HNF et HBPM. L'anticoagulation parentérale doit être poursuivie au moins 5 jours. Le traitement par AVK doit être débuté dès le premier jour, parce que ça met du temps, on vous l'a dit, une longue durée d'action. Ça met du temps à agir. Son efficacité est évaluée par la mesure de l'INR. Le traitement parentéral peut alors être interrompu dès que l'INR est dans la cible, entre 2 et 3, sur 2 mesures réalisées à 48 heures d'intervalle. L'idéal, c'est d'avoir 2 INR efficaces dans la fenêtre pour pouvoir arrêter le traitement parentéral. L'immobilisation au lit n'est pas justifiée, mais le lever doit être assorti avec la pose de bas de contention pour éviter d'autres complications. Je vous ai dit que les traitements anticoagulants oraux, il y a de nouvelles molécules qu'on utilise actuellement comme alternative aux antivitamines K, qui sont très faciles à manier, qui ont moins de risques hémorragiques. On les a cités. On a le rivaroxaban avec des doses recommandées selon l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, l'apixaban, le dabigatran et l'édoxaban. On doit toujours surveiller la fonction rénale. Et chez les sujets âgés où il y a un risque hémorragique important, il faut adapter la dose pour éviter un surrisque hémorragique. Ça, c'était en aigu. Maintenant, le traitement au long cours. Le traitement AVK prévient le récidive thromboembolique. L'INR doit être maintenu entre 2 et 3. La durée du traitement dépend du contexte de survenue de l'embolie pulmonaire. Il est illimité chez les patients qui ont un cancer évolutif et généralement, on les met sous HBPM. 3 mois chez ceux dont le facteur déclenchant est réversible, par exemple une embolie pulmonaire causée en post-opératoire. Là, la durée de l'anticoagulation est de 3 mois. Mais des fois, elle dépasse les 3 mois quand on ne trouve pas un facteur déclenchant. Et pour éviter la récidive, à ce moment-là, le traitement sera illimité ou si on retrouve une maladie thrombophilique acquise ou innée. Quel est l'intérêt des filtres caves? L'interruption de la veine cave a pour objectif de prévenir la récidive embolique, mais expose au risque d'extension du thrombus veineux. Le filtre est placé par voie percutanée en aval des veines rénales. L'indication est limitée aux patients qui ont une contre-indication à l'anticoagulant, parce qu'ils ont des accidents hémorragiques, etc. Et donc, on est obligé de mettre le filtre cave pour éviter une récidive d'embolie pulmonaire. Si la contre-indication est temporaire, post-opératoire, neurochirurgie et chirurgie lourde, un filtre temporaire est placé et on le retire dès la reprise d'une anticoagulation efficace. Quelques situations particulières en cas de grossesse. Vous le savez, on ne peut pas réaliser certains examens paracliniques invasifs chez la femme enceinte, comme l'angioscanner, il y a une irradiation, injection d'iode. Et donc, généralement, ils sont réservés aux situations à haut risque, après avoir réalisé, par exemple, un échodoppler veineux des membres inférieurs et une échographie cardiaque. Si on arrive à se débrouiller avec ces examens, ce n'est pas la peine de faire courir à la femme enceinte des examens invasifs et qui peuvent entraîner
des malformations chez le fœtus. Le cas du thrombus intracardiaque, le fait de mettre en évidence un thrombus dans les cavités cardiaques droites est un critère de haut risque de mortalité précoce. Et le traitement fait appel à la thrombolyse ou à la chirurgie en fonction des circonstances et les disponibilités de l'un ou de l'autre. L'hypertension pulmonaire chronique post-embolique, il s'agit d'une complication rare mais grave de l'embolie pulmonaire. C'est des patients qui ont un confort de vie à distance, ils vont faire de l'HTAP, de la cyanose, etc. Et généralement, on indique l'endartériectomie pulmonaire qui est très complexe, une procédure plus complexe que l'embolectomie. L'embolie pulmonaire non thrombotique, l'embolie pulmonaire peut être septique, gazeuse, graisseuse, amniotique ou tumorale. Et généralement, le diagnostic est évoqué dans certaines situations favorisantes. Son diagnostic est évoqué dans certaines situations favorisantes. Il faut savoir l'évoquer car le traitement est généralement étiologique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.